Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis en compagnie de Cédric. Cédric est également youtubeur, très actif, il est très régulier sur YouTube et sur d'autres plateformes. Régulier peut-être pas, mais en tout cas il y a des périodes où je poste beaucoup. Il est très actif, croyez-moi. Je vous invite d'ailleurs à le suivre sur YouTube. Pour la communauté de MyDID, sachez aussi que c'est un vieil investisseur. Oui. Donc raison de plus pour le suivre. Il en a déjà parlé plusieurs fois sur Twitter et aussi sur YouTube. Ouais, sur mon Discord public aussi, on en parle dans la communauté Youmento. Enfin bon, ouais. Il y a plein de. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont investis sur Seal dans Youmento. Ah, ben ça c'est bon à savoir. Je vais rejoindre la communauté. D'ailleurs, c'est prévu pour voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Bon, je suis certain, te connaissant, qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes, beaucoup d'échanges intéressants, en tout cas pour l'entrepreneuriat, l'investissement. C'est ça. Et autres. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, Cédric, pourrais-tu te présenter Avec plaisir. Alors, je vais essayer de le faire concis et efficace. À la base, moi j'étais développeur web. Je suis sorti des études, j'avais 22 ans. Je créais ma première boîte à 23 ans. Je suis entrepreneur donc depuis j'ai 40 ans aujourd'hui. Je suis marié, 2 petites filles. Je vis à l'île Maurice. Je suis entrepreneur donc depuis 17 ans. J'ai créé plusieurs entreprises, toujours dans le domaine du digital. J'ai une appétence pour la technique. De manière générale, j'ai miné de la crypto. D'ailleurs, j'ai retrouvé écoute, de 2018 à 2020, pendant 2 ans. Voilà. Bon, pour les mineurs, pas forcément la meilleure période. Voilà. C'est pas la meilleure, effectivement. J'avais pas fait le rapprochement. Pas la meilleure période, rétrospectivement, mais on apprend. Il aurait mieux valu mettre cet argent dans la crypto directement. Mais bon, ça a été. L'avantage de ça, c'est que ça a permis de faire de l'accumulation. Ça fait une sorte de décès en fin de compte de l'OTAN. Donc, ouais, au final, ça se discute. Mais bon, d'ailleurs, j'ai créé un bouquin sur, en ce moment. Tu sais, je sais plus si je t'avais parlé. Tu m'en as parlé, mais c'est en cours. Tu m'en avais parlé. Ouais, c'est en cours. Oui, mais c'est sûr. Du projet, moi, je suis discipliné. Ça va sortir au milieu d'année là. Oh, ça avance bien. Les délais sont serrés. Ouais, ça va. Non, ça va. Et donc où je parle justement de tout ce parcours d'enrichissement dans la crypto, de comment je suis arrivé là, tout le process, toutes les erreurs, ce qui m'a permis de réussir. Bon voilà, et je reviens sur la partie mining. Il y a une belle photo d'ailleurs que j'ai envoyée pour la préparation ce matin où j'avais monté toutes mes machines de minage, il y avait du carton qui tenait les trucs, c'était n'importe quoi. Je veux les voir. Je te montrerai, c'est très drôle. Je les partagerai sur Twitter. Ça marche. Et donc, je l'ai dit, essayer de faire court, efficace et concis, je suis mal barré. Non, mais il faut qu'on sache qui est mon invité aujourd'hui. Il y en a une partie qui ne te connaissent pas et c'est intéressant, c'est pertinent. Une grosse partie, je pense, puisque moi j'ai une toute petite audience. Je viens juste d'atteindre les 7500 personnes sur YouTube. Ah ben c'est une belle audience. Bon, écoute, c'est toujours une question de point de vue, mais merci. Et donc voilà, en création, je fais de la création de contenu depuis maintenant 3 ans, puisque j'ai commencé début 2020. Ouais, c'est ça, début 2020, puisque ouais, c'est ça. Et donc investisseur depuis aussi de nombreuses années. Je suis passionné par la thématique de l'investissement. Aujourd'hui, mon temps se découpe entre la création de contenu bien sûr, mais qui est alimenté directement par mes projets d'entrepreneur. Même si aujourd'hui je me concentre, j'ai surtout des parts dans des sociétés où j'ai des sociétés qui sont gérées par des personnes. Et je me concentre sur ma communauté Youmento qui ça parle, qui est mon ikigai personnel. Je vous invite à aller creuser cette thématique, c'est très intéressant. Et voilà, le gros de mon temps, c'est gérer mon argent, investir, spéculer, et puis alimenter en termes de contenu les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis positionné, et puis d'amener des choses au sein de ma communauté privée. C'est une belle passion. C'est une passion rentable, surtout. Écoute, belle, moi je trouve aussi. Après, c'est pas toujours
l'avis de tout le monde, hein, quand on dit qu'on est investisseur, il y a certaines personnes qui ont tout de suite l'a priori, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et puis c'est d'où l'importance de l'entourage et d'avoir des personnes autour de soi qui sont dans la même dynamique que soi. Voilà. Yes, et ce n'est pas orienté que crypto, hein, je précise. Donc sur la chaîne YouTube, comme tu l'as sous-entendu, ça parle crypto, ça parle investissement, investissement divers et variés, immobilier, j'ai vu passer. Oui, développement personnel, entrepreneur. Enfin, vraiment, c'est une chaîne qui, et pour moi, parle de ce que j'estime être les 3 piliers de l'entrepreneur. Hein. C'est l'entrepreneuriat, bien évidemment, l'investissement, la gestion de son argent. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de faire all-in dans leur boîte, de ne pas se créer de résilience. Bon, on pourra en reparler, mais justement, il y en a beaucoup qui, ils arrivent, pour le peu qui arrivent effectivement à faire un exit et se dire, ok, ça y est, j'ai touché mes quelques millions, voire beaucoup plus. C'est là où ils vont faire beaucoup d'erreurs justement sur la partie investissement parce qu'ils n'auront pas fait monter cette compétence avant. Et puis la partie développement personnel, hein, qui est en fait le fait de mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, de savoir qu'est-ce qui est notre nature profonde, qu'est-ce qui nous porte, là où on est le plus doué. Et ça va nourrir automatiquement aussi sa capacité à être un meilleur entrepreneur, un meilleur investisseur. Pour moi, c'est vraiment les 3 piliers. S'il y en a un qui est déséquilibré, on risque de tomber, quoi. Super pertinent. Ça me donne vraiment envie de continuer à discuter de ce sujet parce que moi, ça me passionne aussi. Ouais, je vraiment. sais. C'est la première chose quand on démarre de zéro, c'est comment faire de l'argent, que ce soit via une entreprise, via l'immobilier, peu importe. Et ensuite, c'est une fois que vous avez réussi à atteindre cet objectif, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je fais? Je le garde en dollars ou en euros sur un compte? Non. Et c'est là en fait que tout le travail va commencer à se faire. La première étape est déjà très difficile. Gagner de l'argent, c'est pas donné à tout le monde, que ce soit via de l'investissement, via même une épargne régulière, peu importe comment. Que ce soit de la spéculation, du trading, de l'entrepreneuriat, clairement. Et ensuite, comment faire travailler cet argent, comment continuer à vivre avec, générer des bénéfices, le placer pour du long terme. Voilà, apprendre à se connaître, avoir le bon mindset, comprendre. Définir ses objectifs, savoir où on veut aller, ultra important ça aussi. Est-ce que je veux avoir une rente? Est-ce que je veux faire grossir le capital? Si je veux le faire grossir, pour quelle raison? C'est quoi qui me porte? Est-ce que c'est de la transmission? Est-ce que c'est de la protection? Est-ce que c'est un objectif je dirais supérieur dans le sens de créer quelque chose qui se dépasse, qui donne du sens? Enfin, il y a des questions vraiment de fond et c'est pour ça que vraiment, à mon sens, la partie développement personnel est essentielle parce que c'est à cette occasion qu'on va aller creuser en soi, quoi. Yes. Merci Cédric en tout cas pour la présentation. Longue introduction. Alors, je vais commencer avec le secteur des crypto-monnaies ou des actifs numériques. Et ensuite, on parlera un peu de l'investissement en général. Et pour vous donner une idée aussi et encadrer la vidéo, on terminera par le bilan de Maurice. Donc, que penses-tu Avec plaisir. De Maurice depuis ton arrivée? Donc, première question pour le secteur de la crypto. Comment as-tu vécu la chute de FTX ou de Luna, ou plutôt de 2022 en général, pour être plus général? 2022 a été une année... Alors, pour moi, c'est facile de dire ça parce que j'ai pas beaucoup perdu. Voilà. Celsius, j'étais sorti avant. Luna... Sur le truc Lunaterra, j'avais juste un placement de... Alors j'étais sur... comment il s'appelle le service de hasher? Just Mining. Ouais, j'étais sur Just Mining, mais pour le placement d'argent. Ils ont changé de nom, je pense. Ah oui? D'accord. Si je me trompe. Je n'oserais pas citer le nom, mais j'ai un nom en tête. Bon, en tout cas à l'époque c'était Just Mining. Okay. Effectivement, ils avaient des systèmes où on pouvait mettre du stablecoin et ils étaient notamment, en fait, je l'ai découvert... qu'ils étaient exposés aussi à l'UST. J'ai vu passer, oui, malheureusement. Je m'en suis sorti très bien, hein, puisque j'avais genre 30 000 $. Ouais, c'est ça, 30 000 $. Et j'ai perdu 1500 au final. Okay. Je m'en suis très bien sorti de ce côté-là. Très réactif, tu m'avais dit, hein, hasher ou le support hasher. Oui, très réactif. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour dire que pour moi, c'était une situation qui était vraiment pas facile. En tant qu'entrepreneur, on en vit un paquet, hein, des moments compliqués, délicats. C'est là que tu vois avec qui est bon, qui est mauvais. Hein. C'est le test. Hein. Et c'est vraiment dans ces moments-là, la manière dont l'équipe, l'entreprise réagit dans ces moments de crise que l'on voit
ouais, ce que ça vaut en fait. Et bon voilà, j'avais fait une vidéo pour dire que moi je trouvais qu'ils avaient bien réagi et bien communiqué. Et donc voilà, et puis après j'avais aussi j'avais mis 20 000 dollars sur Binance, sur l'UST aussi. Juste pour un mois à la base. Je me suis dit, bon, là c'est tombé ce mois-là. Ah ouais, c'est tombé ce mois-là. C'est tombé ce mois-là. C'était ça aussi, hein, c'est riche d'enseignements. On se dit, waouh, quand même, je laisse 30 jours. Bon, la probabilité qu'il se passe vraiment un événement majeur, elle est quand même faible. Et bim. Donc j'ai perdu 8 000 dollars. Voilà, en tout 9 500. Ça fait jamais plaisir, bien sûr, mais il y en a qui ont perdu beaucoup plus. Et de mon côté, ça n'a pas de. Voilà, c'est infinitésimal quoi. Après, tout est relatif. Hein. Ça peut être le portefeuille général absolument. de quelqu'un. Ouais, absolument. C'est pour ça. 8 000 euros. C'est pour ça que je parle. Peu, ça peut être très peu. Voilà, à mon échelle. À mon échelle, c'était pas quelque chose qui. Voilà, toujours perdre de l'argent, ça fait jamais plaisir. Mais ça n'avait aucun impact sur ton portefeuille général. Voilà. Ok. C'est ça. Bien. Donc Celsius, après, mais bon, déjà, moi quand il y avait eu Terra Luna, j'avais fait une vidéo pour dire, vous sortez de tout, la défi, la CFI, là il va y avoir des remous, il y a une bombe atomique qui a pété. D'ailleurs, ton alerte, c'était avant que FTX tombe aussi. Oui. On va en parler de. Ouais. Tu as réagi assez rapidement, je me souviens, sur YouTube. Tu oui. Même dans les premiers, si pas le premier francophone. Je crois que je suis le premier francophone, aidé par les 3 heures d'avance à Maurice. Hein. Il faut, voilà, hein, faut quand même. Tu es modeste, hein. Non, mais c'est vrai quoi. Et alors oui, du coup à l'époque j'avais dit vous sortez de tout. Et puis bon, des mois et des mois se sont passés. Septembre, du coup 2022, là je me dis bon ok, ça a l'air de tenir. Et je me dis bon ben j'ai pas mal de liquidités qui dorment. Bon allez, je vais mettre 100K sur FTX en mode ok rendement. En me disant bon voilà, c'est quand même FTX, le deuxième plus gros acteur crypto au monde. Enfin le même raisonnement que tout le monde, hein, franchement. Tout le monde chez les FTX, il y avait une confiance assez importante. Surtout des communautés anglophones, francophones, FTX, c'était vraiment, il n'y avait pas de zone d'ombre, il n'y avait pas de doute, un peu comme Binance aujourd'hui, enfin, quoique les choses ont changé depuis. Alors rétrospectivement, il y avait des zones d'ombre sur FTX, mais en tout cas, à l'époque, quand j'ai mis ces 100K, je les voyais pas. Je me disais, ok, par contre, j'ai augmenté mon niveau de veille, parce que j'avais 100K d'exposé, donc je fais plus gaffe. Et puis augmenter journalier non, à l'écoute de ok, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe sur le réseau, voilà, mon niveau de disons d'attention sur ok, les sujets FTX, ça va augmenter. Alors je me rappelle plus exactement des choses qui ont commencé à. Il y avait un peu de fumée au mois d'août, hein, déjà. Oui, c'est ça. Et ça, mais ça n'avait pas attiré. J'avais vu après avoir mis les 100K, ça d'ailleurs. Une démission d'un. Je me souviens plus exactement, mais il y avait eu quelques trucs. Et c'était la semaine avant que ça pète, où là ça va encore augmenter. Donc j'avais commencé déjà à enlever un peu, j'avais mon Paxos Gold dessus, et je m'avais dit bon, allez, on va l'enlever. Et donc le week-end se passe, et puis là, forcément, le tweet de CZ. Et moi j'ai comme principe de dire, ok, quel risque je prends de laisser ces fonds sur la plateforme versus le coût que ça représente de les retirer. Là, les frais de retrait. Voilà, les frais de retrait sont infinitésimales. Ça va me prendre 5 minutes, mais par contre, je me protège d'un potentiel truc quoi. Et vraiment, c'était dans cette dimension. Lundi matin, donc je me réveille, c'était 5h du mat ici à Maurice. Je vois, parce que j'ai tendance je me lève tôt et je me couche tôt. Et donc je vois en fait, ok, il y a le tweet de CZ et tout. Et là je me dis, ok, je prends pas de risque, je dégage tout. J'ai juste listé mes FTT, j'avais pas grand chose. Hein. Même stratégie. Ouais. J'ai laissé mes FTT, j'en avais une stake, c'était déjà au mois de juillet. Et ensuite les 500 derniers que j'ai convertis. Mais je te laisse continuer. Pas de souci. Et donc voilà, lundi matin, principe de précaution, hein, c'est vraiment, moi j'aime bien cette image de la fumée. On est un peu dans une salle de ciné, une salle de concert, puis vous voyez un peu de fumée. Vous cherchez pas, hein, c'est à la rigueur, je sors, j'attends dehors, il n'y a rien, c'est tant mieux.
Par contre, si je me dis oh non, ça craint rien, etc., c'est au moment où tout le monde va vouloir sortir que vous allez vous retrouver bloqué, que vous allez crever, quoi. Et FTX, c'était. Enfin, FTX, et Asus, enfin, pour plein, c'est le même principe. Dernièrement, c'est Nexo. Je suis vite sorti. Au final, il s'est rien passé. Mais bon. Enfin, j'avais juste du Nexo qui restait dessus d'ailleurs. C'est une bonne mentalité parce que, imaginons, finalement, on n'aurait pas eu ce drame sur FTX. Tes fonds, tu les retransférais dessus et on recommençait. Exactement. Voilà. Le coup de. Et il faut vraiment éliminer l'ego aussi parce que il y a aussi un côté de dire ok, je sors parce que j'ai peur en fait. Totalement vrai. Il y a des gens qui, forcément, qui viennent vous dire ah mais non, mais t'es trop débile, oh là là, c'est encore du FUD, etc. Ok, ben ils disent ce qu'ils veulent. Mais moi je fais ce qu'il me semble le plus opportun. Et encore une fois, c'est toujours le coût versus de quoi je me protège. Et là, en l'occurrence, le coût est infinitésimal. Donc, au pire, je reviens quelques semaines plus tard, quelques mois, pour la perte de quoi? J'avais quoi? 8% de rendement ou 6% de rendement sur mes 100K. Enfin, c'est... Que là, tu perdais 100% du capital investi. Bah oui, et puis 100K, ça fait pas plaisir, quoi. Enfin... Bon voilà, et puis dans la foulée, j'ai sorti une vidéo effectivement sur ma chaîne pour dire écoutez, moi voilà ce que je fais. J'en ai sorti aussi sur Instagram, TikTok, pour alerter le plus de monde possible en mode précaution. Et franchement, jamais j'aurais cru que quelques heures plus tard, c'était fini, coupé. Sachant que si, en plus, c'est même pas un conseil en investissement, parce que si tout le monde te suivait, il n'y avait pas de perte d'argent. Juste perdre les frais de transfert. C'est ça. Donc c'était pas vraiment une grosse responsabilité, je trouve, d'inviter la communauté à la prudence, sachant que quand on est dans l'investissement, bah, la priorité c'est la sécurité. Clairement. Là, ouais. Garder son capital. Voilà. Parce que des gens qui sont montés très haut pendant le bull run crypto, qui sont redescendus très vite, j'en ai rencontré un paquet, quoi. Alors j'en ai vu beaucoup sur Twitter. Après il y a à boire et à manger. Hein. Il y a moi du perso, il y a du légité, mais en perso j'en connais aussi. Des gens avec qui j'ai échangé. Malencontreusement, même ici sur l'île. C'est des histoires terribles. Hein, qui ont perdu, oui. Ils montent à des trucs à plus de 7 chiffres et puis ils redescendent à 200K, 150K. Enfin, il y a beaucoup de cas comme ça. J'en ai connu aussi pendant le bull run de 2017. Ils ont fait des x100 et plus avec des cryptos qui aujourd'hui n'ont plus de volume. Soit ils n'ont pas vendu, soit c'était sur Cryptopia et c'est resté sur Cryptopia parce qu'ils se sont fait hacker. Ouais, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Quand on arrive à générer de l'argent, voire beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies, j'en profite pour faire une parenthèse, il faut vendre un moment. C'est à partir de ce moment-là qu'on fait réellement des bénéfices. Vendre et protéger, sécuriser ses gains. Et vendre, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Acheter, tout le monde achète. On présente ici un top 5. Sur le papier, c'est facile de faire un x10, x20. La plupart vont même pas aller checker le projet. Ils vont juste retenir les 3 lettres, l'acronyme du token, juste ça, et aller acheter sur la plateforme. L'investissement, c'est pas ça. On en est très très loin. Si vous voulez générer de l'argent dans ce marché, ça prend du temps d'analyser un projet. Ça prend du temps aussi d'avoir une stratégie, un plan. Super important. Plan d'entrée, plan de sortie, c'est ça tout le boulot en fait. C'est tout le boulot. Tout le boulot, c'est pas aller sur une plateforme, acheter. C'est bien plus que ça. D'ailleurs, oui, j'en profite, je fais un peu de pub effectivement pour ma chaîne, mais vraiment là, je vais sortir une vidéo où j'explique en détail. J'ai fait une évolution de ma stratégie qui a bien fonctionné du coup en 2020-2021. Je vais détailler celle-ci du coup sur ma chaîne. Là, je dois normalement faire la vidéo aujourd'hui. Super. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je suis sûr que ce sera pertinent. Je l'espère, mais sincèrement, je le crois. Je suis vraiment content là du niveau supérieur que j'ai atteint en termes de construction de stratégie. Combinaison de portefeuille en DCA avec du value averaging sur l'ensemble pour toujours optimiser son lissage. Sachant que, bien sûr, aucune stratégie n'est magique. Tout ça ne fonctionne que si c'est un marché haussier. Globalement, sur plusieurs années. C'est pas attendez-vous pas à faire votre x100 d'ici quelques mois. Clairement, c'est pas du tout l'objectif. Et l'idéal, c'est de commencer à s'y intéresser en bear market. Absolument, c'est clair. Même si on n'a pas encore atteint le creux,
peu importe, c'est toujours mieux d'être proche du creux que proche du top. C'est maintenant qu'il faut prendre de l'XP, c'est maintenant qu'il faut se former, c'est maintenant qu'il faut mettre en place ses routines. Voilà, ces éléments de discipline, d'accumulation, ces recherches. Absolument pas quand ça se met à partir, là on va se faire juste bouffer quoi. Petite parodie, quand Cédric prend de l'XP, on parle pas d'une crypto-monnaie. Hein. D'accord? Oui, absolument. Oui. Mesure de sécurité. Ça c'est mon passé de joueur de jeux de rôle qui remonte. Je parle beaucoup de prendre des niveaux, de prendre de l'expérience. J'en ai sauvé quelques-uns. Bon, peut-être il y a une crypto-monnaie qui s'appelle XP qui... Voilà, on a le XRP qui est pas loin, mais j'en ai toujours. Mais... on attend... le procès qui est interminable. C'est ça. Mais en tout cas, s'il le gagne, il y aura de belles choses, je pense. C'est possible. Ouais. C'est possible. Après, en tout cas, c'est toujours un projet qui est là, c'est toujours un projet qui avance. Donc bon, on verra. À voir. Alors, next, est-ce raisonnable d'investir dans le marché des crypto-monnaies en 2023 après tous ces événements tragiques de 2022? Raisonnable. Alors, ça me gêne de porter un jugement de valeur en fait sur est-ce que c'est raisonnable ou pas. Moi, je préfère parler de ce que je fais en fait. Alors oui, de mon point de vue, ça me semble raisonnable. Pour moi, ça l'est puisque je le fais. Après, bien sûr, hein, ça dépend. Alors déjà, ce n'est pas un conseil en investissement, le disclaimer habituel. Bien sûr. Et il est important aussi d'aller sur ce marché des cryptos, pas la fleur au fusil quoi. C'est un marché où tout va très vite. Alors c'est fabuleux hein, parce que c'est un accélérateur d'apprentissage incroyable. 7 jours sur 7, 24 sur 24, tout va 5 fois plus vite que sur les marchés classiques. En termes de montant en compétences, c'est extraordinaire, moi je trouve. Là où effectivement certains, on prend en 3-4 ans ce que certains prennent 20 ans d'apprentissage sur les marchés classiques hein, pour moi. On vit tout plus vite. Et c'est vraiment, au-delà de l'opportunité de s'enrichir, c'est aussi une opportunité fabuleuse d'apprendre. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je suis rentré dans le marché. C'est que je me dis que je vais peut-être me casser les dents, mais je vais apprendre. Et ça me semble, pour ceux qui sont nouveaux sur le marché, d'y venir avec cette approche me semble judicieux. Ensuite, bon, vu la quantité de choses qu'on a eu quand même en 2022, pour ma part, je me suis remis à accumuler mi-novembre. En fait, après le truc FTX. Là où effectivement tout le monde se disait ça va descendre à 12 000, ça va descendre à 8K, mais comme souvent, en tout cas moi je me positionne beaucoup comme ça en regardant la psychologie des foules, qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qui traîne sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de cosmonautes, il n'y a plus de fusées. Ouais c'est ça, Twitter. Et là c'était vraiment en mode moi j'attends, ça va aller plus bas, etc. Alors on n'est jamais sûr. Mais ça marche quasiment à tous les coups. Hein. De ma propre expérience, quand tout le monde attend, consensus, j'ai vu j'attends 6 000, 10 000, c'était pas encore trop farfelu, mais j'ai entendu j'attends 6 000, 3 000 $. Quand tu vois ça, tu dis ok, bon, il est temps de réaccumuler. Hein. C'est ça. Donc moi voilà, je me suis remis à accumuler mi-novembre. D'ailleurs je fais la liaison où alors, ça me... C'est un fait d'armes et en même temps ça me chiffonne toujours un peu de présenter parce que je veux surtout pas qu'on croie genre je suis super fort, etc. Mais effectivement je suis sorti, j'ai eu la chance, en tout cas en suivant cette méthodologie de psychologie des foules, de sortir au top de mai quoi. Voilà, au 1er mai. J'ai sorti une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein, je m'étais fait un peu incendier à l'époque en me disant mais t'es fou, c'est n'importe quoi, ça va monter plus haut. Mais j'étais sorti le 1er mai, voilà, quasi vendu la totalité. Et parce que j'étais pas à ma target, hein, j'étais à 5%. Mais pareil, ok, combien ça me coûte d'aller grappiller ces 5% versus le risque que je prends. Et puis bon, enfin sur les réseaux, je veux dire, on avait des pumps de partout. Le Dodge, le Shiba, tous ces trucs qui n'avaient aucun sens. Tout le monde était en mode
ça va monter à 100K, à 150K, enfin, l'Ether, ça va monter à 10 000. Et en fait, dans ces moments-là, moi en tout cas, c'est ces moments-là qui me font flipper, quoi. Et puis tu es en bénéfice. Ah oui, c'était life changer, quoi. Voilà, donc tu vends en bénéfice, même si ça continue de monter. On revient à l'ego. Hein. Tu as suivi ton plan. On en revient à l'ego parce que c'est difficile d'aller avec tous les gens qui rentrent sur le marché et qui, eux, espèrent en fait que ça continue de monter. Et je les comprends. Et c'est normal. Et pour être rentré au top de 2017-2018, pareil. Mais de dire, moi je vends parce que j'y crois plus, je pense que là on arrive vraiment à quelque chose avec lequel je suis plus à l'aise de continuer à prendre du risque. Forcément, il y a plein de gens qui sont en incompréhension, qui essayent de te convaincre, tu vois, en pensant bien faire en plus. Hein. Eux, ils y croient, ils se disent, mais non, ça va aller plus haut. Et du coup, ils se disent, ça leur fait du mal, tu vois, même en tant qu'ami, de te voir, toi, qui sort, où ils pensent que tu peux te faire plus d'argent, etc. Et vraiment, il faut laisser son ego de côté et le côté d'accepter d'aller à contresens de la pensée globale et accepter aussi les critiques que l'on peut se prendre. Alors, ça aurait pu continuer à monter, hein. Ça aurait pu très bien continuer à monter. Il faut l'assumer. C'est ça. Puis c'est ton plan, je veux dire, c'est difficile de définir précisément un prix ou un top pour le Bitcoin et définir aussi le creux. Hein. Quand on travaille le support de 30K, il y en a beaucoup qui se sont positionnés à 20-23K. Alors ils peuvent se faire critiquer aujourd'hui parce qu'on est descendu bien plus bas. Si le Bitcoin, je veux dire, dans 3 ans, il est bien plus haut, 20K, on dira, waouh, c'est super. C'est comme quand moi je me suis positionné à 3, 4, 5 000 $. T'en as beaucoup, 3, 4, 5 000 $. Tu aurais pu en acheter moins cher, mais aujourd'hui, on se dit 3, 4, 5 000 $, waouh, c'est un bon prix pour du Bitcoin. Donc, c'est pas évident. Et c'est bien. C'est bien. Si tu es en bénéfice, tu es sorti le 1er mai, ça a descendu par la suite, on a eu un nouveau top en novembre. Peu importe, on serait même monté à 100, 150K. Tu as gagné de l'argent. Tu fais partie des gagnants. Il y en a tellement peu dans ce marché. Il est là pour vous bouffer, ce marché. Il n'est pas là pour vous donner. Le problème, c'est que si beaucoup attendent du x100, du x1000 et ne sortent jamais. Et déjà sur le Bitcoin, x100, soyons réalistes. Non. Voilà. Pour le prochain bull run, sur des actifs plus exotiques, tu vois, un x2 par rapport au dernier top, mais c'est déjà... et je mets même je suis bien en dessous au niveau target. Hein. Plus le capital d'un actif monte, moins il va être volatile. Un jour, le Bitcoin, ça va être fini de voir du moins 80% ou du 300, 500%. C'est un peu le Far West aujourd'hui. Et ça va diminuer avec le temps, ça va être de plus en plus linéaire au fur et à mesure de son évolution. Alors, je voudrais juste quand même contrebalancer, parce que j'ai parlé de réussite. Je veux parler aussi d'échec, en fait. Parce que je me plante. Ça m'arrive bien sûr et ça c'est un truc que je trouve qu'on ne dit pas assez. Typiquement en 2022, voilà, les trucs sur... alors, après avoir fait mon exit crypto, une erreur que j'ai faite, c'est j'ai pris une partie du capital. Alors, heureusement, pas la totalité. Mais bon, de toute façon, j'en avais parlé sur ma chaîne. Mais j'avais pris 700 000 $ et je les ai mis dans des mandats de gestion. Dans de multiples mandats de gestion en me disant bon ok moi je m'en suis bien sorti mais il y a quand même des professionnels. Peut-être une petite explication sur les mandats de gestion. Pardon, c'est vrai, mandat de gestion en clair c'est vous confiez, alors souvent c'est minimum 100K, 50, 100K, vous les confiez en fait à des professionnels qui vont s'occuper de gérer cet argent là, un portefeuille crypto pour faire du gain quoi. Comme un fonds d'investissement. C'est ça, avec pour objectif de protéger au maximum votre capital et d'avoir un drawdown aussi, et un Sharpe ratio aussi bon que possible, et un drawdown aussi bas que possible. Et tu as un track record, tu as un visuel. C'est ça, effectivement il y a un suivi. Tu sais où tu mets ton argent. On reçoit de l'historique tous les mois, et donc je me suis diversifié dans de multiples solutions comme ça, en me disant bon, ok. Après, en ayant étudié aussi leur track record, ce qu'ils avaient fait dans le passé, le maximum drawdown qu'ils avaient fait, en me disant ok, si je me base sur ce maximum, est-ce que je suis à l'aise avec le risque versus le gain potentiel que je peux continuer à faire sur le marché. Puis
puisque à la base aussi, ils sont censés gagner potentiellement quand ça monte, mais aussi en shortant. Exactement, Voilà. à la vente aussi, C'est ça. faut le préciser. Et ce fut une erreur. Voilà. De croire que ces gens-là allaient mieux gérer que moi. Bah, au final, non. Alors, je veux pas non plus avoir l'impression de me lancer des fleurs, etc. Parce que je suis pas. Voilà, je suis un gars lambda. Hein. Mais par contre, j'ai suivi une stratégie, j'ai été discipliné. J'ai eu de la chance aussi, il y a toujours une part de chance. J'ai continué à me former, mais voilà, je pense que c'est ultra important cette partie-là. Et puis de vendre aussi, clairement. Donc, de croire qu'ils allaient mieux gérer que moi était une erreur. Ça a été très éphémère en plus, parce que c'est récent ce que tu dis. Tu es sorti? Des mandats de gestion? Oui. Ah, je suis sorti de tous les mandats de gestion depuis tout début janvier 2022. Donc ça n'a pas duré longtemps alors. Non, ça n'a pas duré Il y a longtemps. eu des pertes conséquentes sur du court terme? Alors sur les 700K, j'en ai perdu 200. Donc Ah ouais. ça fait pas plaisir. Ok, ouais, quand même. Après, c'est sûr que je serais resté exposé au marché de la même manière, j'aurais perdu beaucoup plus. Ok. Mais quand même, quoi, ça fait pas plaisir. Donc, mandat de gestion, j'ai arrêté. Pareil, j'ai fait une erreur que j'ai faite, c'est de me dire, ok, je diversifie sur les mandats de gestion, ils vont pas quand même tous se planter en même temps. Wrong. Ils sont tous Ils se corrélés. sont tous plantés en même temps. Puisque, effectivement, la La plupart, je tendance était disais, mauvaise, hein. en mai, ils ont très mal géré le crash. Voilà. Tous, en fait. Sauf un, mais je ne vais pas l'évoquer parce que derrière, quelques mois plus tard, il a perdu les fonds de tous les clients. Moi, je suis sorti avant, mais ceux qui sont restés, il y en a qui ont perdu des grosses sommes. Et puis en plus de ça, même chose, alors retour d'expérience, hein, là je l'ai vu, moi j'étais sorti depuis un moment, mais il y en a plein, des mandats de gestion là qui étaient sur FTX. Ah oui, ils ont perdu. Il y en a eu pas mal. Hein. Il y en La avait un totalité paquet, des ouais. fonds, hein, Et la totalité des fonds sont perdus là. effectivement. Donc voilà, les mandats de gestion, j'ai testé, j'ai fait le suivi sur ma chaîne, j'ai expliqué pourquoi j'en étais sorti, j'ai expliqué pourquoi j'estimais que je m'étais trompé. Et donc ça me semble important aussi de parler des moments où on se plante. Cette année aussi, je me suis planté sur Orpea. Je me suis positionné sur Orpea quand elle s'est fait bouffer au moins 80%. Et pareil, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué, ok, je me suis planté sur Orpea, mon analyse était mauvaise, voilà ce que je n'ai pas vu, je suis sorti, là maintenant elle est tombée à 3 euros, quoi. Moi je suis sorti depuis maintenant 3 mois à peu T'as près. sauvé les meubles. J'ai sauvé les meubles, voilà. Après, voilà, j'avais très peu de capital dessus. Hein. Mais il y avait un potentiel qui était intéressant. Si ça revenait à son niveau d'origine, on faisait un x4, c'était en bourse, c'était pas dégueu. Et tu en as tiré une leçon, tu as compris Ah oui. l'erreur, ça t'a permis. Absolument. Ces 200K, je veux dire, ça peut être aussi. C'est une le. perte, mais est-ce que tu en tires une leçon intéressante pour la suite? Ah ben, par rapport au mandat de gestion, oui. Au mandat de gestion ou... Oui, et Orpea, oui, pareil, je monte en compétence aussi en permanence sur tout, quoi, sur tous les sujets. Et donc j'apprends. Et donc voilà, Orpea, pareil sur le gold. Je me suis surexposé au gold cette année. Je m'étais mis dans mon plan, si ça tombe en dessous, en weekly, clôture weekly en dessous des 1700 $, je vends, je sors et j'attends pour rentrer. J'ai suivi le plan, mais j'ai encaissé quelques pertes, quoi. En final, c'était pas mes pertes les plus importantes, mais après tous les épisodes successifs qu'on avait eu, où effectivement le Bitcoin avait pété les 30K, avec l'épisode Terra Luna, avec les mandats de gestion que c'était pas passé comme je le souhaitais. Meta, Netflix, on a eu beaucoup d'entreprises aussi c'est clair. qui ont bien dévissé. Après moi côté bourse ça va parce que j'étais out de la bourse depuis. J'étais complètement sorti, pareil, je l'avais dit sur ma chaîne, je dis moi je sors complètement de la bourse, c'était début juillet 2021, c'est ça. Très bonne sortie ça. Oui, Juillet c'était une bonne 2021. sortie. Ouais, c'était une bonne sortie. Ouais, c'était une bonne sortie. Pareil, psychologie des foules qui me chiffonnait, quoi. Donc voilà, il y a des trucs, globalement je suis pas trop mauvais pour sentir quand ça sent mauvais qu'il faut se barrer. C'est voilà, qui n'est pas une attitude particulièrement courageuse, hein, soit dit en passant. Ben, je trouve, moi, Mais que c'est courageux.
Parce que sortir, Alors, c'est une démarche, ok, c'est une action. C'est une manière de voir les choses. Moi, je le et vois des fois, comme de une rien capacité faire, à fuir. Non, Quand mais c'est pour ça aussi que je suis parti de la France, hein, soit dit de toute façon. Mais bon. euh, et par contre, voilà, je voulais, c'est important d'en parler. Je pense que de parler aussi de quand je me plante, quoi, parce que ça arrive. merci Cédric. Pour moi, c'est encore plus intéressant de parler de ces erreurs et de ces échecs, effectivement, et tu as bien fait d'en parler. Et puis, c'est pas des petites sommes, et je suis ravi de savoir que ça te permet d'évoluer, surtout, hein, que c'est pas juste une perte, et qu'à côté de ça, il y a quand même un petit bonus. L'enrichissement est un marathon. Exactement. J'enchaîne. Est-ce que tu as une recette, bon, les recettes magiques, ça n'existe pas, mais comment tu investis sereinement dans le marché des crypto-monnaies? DCA, tu étudies à fond l'entreprise derrière un token, Alors bon bah. tu regardes les top 5 sur YouTube. Non, mon Dieu, non. C'est des blagues. Alors, quoique, c'est quand même des éléments intéressants, potentiellement, là aussi, en termes de potentiel d'engouement. Parce que vous comme pouvez premier avoir. filtre. Comme premier filtre. Tiens, il y a ce top 5 qui est revenu Après, plusieurs fois. typiquement là, tu vois, dans mon portefeuille, alors j'ai mis une toute petite part, mais alors j'ai fait une sectorisation des différentes, pour moi, secteurs qu'il y a dans la crypto, et en fonction de ça, j'ai défini ce portefeuille, et j'ai mis du même coin, j'ai mis du Dodge, tu vois. Je dois avoir, je sais pas, 1,5% du portefeuille qui va être consacré au Dodge. Qui a un potentiel. En fait, il est toujours là, déjà. Et en fait, oui, il a un potentiel de volatilité dans les moments où ça part, qui est présent. On ne peut pas le nier. Et donc, bon, je trouve ça marrant, en fait, d'en avoir un peu. Et puis, il y a vraiment un côté identitaire aussi, maintenant, qui s'est créé autour du Dodge, le fait de posséder du Dodge. Enfin, voilà, parce que des meme coins débiles, il y en a des tas. Par contre, je pense que le Dodge a un potentiel de repartir en mode parabolique à un moment donné. Il est toujours dans le top 10 là, ou pas loin? Je ne sais plus, mais en tout il cas, y a un capital gigantesque. Ouais, c'est clair. Très discutable, hein, bien sûr, mais bon, c'est de la spéculation pure. Donc, pour la définition du portefeuille, donc, ça, je l'en parlerai de nouveau. Je fais un peu de pub et je vais en parler de manière détaillée. Ça va être une grosse vidéo, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Mais globalement, ok, différents secteurs qu'il y a dans la crypto, de créer du coup le portefeuille en ayant des tokens ou des cryptos tout court, s'exposer à ces différents secteurs, faire une pondération, parce que c'est pas une pondération juste j'ai 15 cryptos, je divise. Non, il y a une pondération effectivement plus importante sur les cryptos les plus fortes, on va dire. Bien sûr, le Bitcoin, le TH en premier lieu. De l'analyse effectivement derrière au niveau des projets. Alors moi, je me nourris beaucoup, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est de bien m'entourer et de m'entourer de personnes plus intelligentes que moi. Et il y en a beaucoup. Et d'écouter ce que disent ces personnes. Voilà, je fais partie de ces personnes-là, Alex fait partie de ces personnes-là. C'est vrai, c'est très sincère. On s'apprend mutuellement, plutôt, je veux dire, tu peux être plus spécialisé que moi dans certaines thématiques et vice-versa, je veux dire, c'est d'où l'intérêt en tout cas, qu'on a constitué. Des personnes qui ont effectivement un niveau de compétence et d'expertise plus poussé que moi dans certains domaines. Moi, je me nourris beaucoup des personnes autour de moi, et c'est d'ailleurs à partir du moment où je me suis mis à faire ça dans ma vie que je me suis vraiment accéléré, quoi. Et donc voilà, je me nourris beaucoup du travail des autres, en fait, pour être aussi efficient que possible, aussi dans ma sélection de projets. Bien sûr, je vais me renseigner, mais je me nourris aussi du travail des autres. Et puis après, il y a la stratégie d'ensemble. Globalement, c'est définir un portefeuille, faire de la pondération, avoir une diversification en termes de secteur, faire du DCA sur l'ensemble du portefeuille, faire du rééquilibrage régulier. DCA entrée, sortie Alors, sortie, pas forcément. DCA en entrée avec une couche en fait de value averaging sur l'ensemble, par-dessus.
Le value averaging, c'est une couche que je rajoute en fait maintenant sur ce portefeuille-là, en me nourrissant aussi de toute mon expérience du deuxième bull run que j'ai connu, de manière à optimiser le point d'entrée, enfin optimiser par exemple le prix d'achat moyen de l'ensemble, et en fait de prendre des profits aussi au fur et à mesure quand le portefeuille, et je pense qu'il y en a la capacité là en 2023, quand le portefeuille prendra plus de valeur que la target que je vise en termes d'exposition globale sur le marché des cryptos. Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est voilà la vidéo que je vais sortir, et il y a pas mal de thématiques. Enfin, je fournirai en plus de ça mon Google Sheet que j'ai créé. Je fournirai un exemple, enfin l'exemple en fait, moi ce que j'utilise et ce que j'ai conçu pour que ça puisse être utilisé par les gens qui veulent déployer la même stratégie. Mais bon voilà, globalement, pour essayer d'être synthétique sur cette thématique, l'objectif. Et après, on sent cette volonté que tu as de détailler. Là, vous avez que les grandes lignes. Si vous voulez tous les détails, abonnez-vous à sa chaîne. Merci. Et ne manquez pas cette prochaine vidéo qui sera donc très intéressante. Elle sera peut-être sortie d'ailleurs au moment où tu sortiras celle-là. Je pense qu'elle sera même certainement sortie au moment où tu vas sortir la tienne. Janvier 2026. De la publier celle-ci. Dans janvier 2026, ça va être intéressant. En fait, je le fais exprès. Comme ça, en janvier 2026, on a parlé du prix du Bitcoin aujourd'hui. Hein, on a parlé de 20, 23K, etc. Ils vont se dire, man, énorme. Eux, c'est des bons. Je suis pas certain qu'on suit. Et s'il a 5 ans en 2026, je la publie pas. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, voilà, au niveau de la stratégie. Après, je suis une autre stratégie. J'ai deux stratégies, mais ma principale, c'est celle-là. J'ai une deuxième stratégie où là, c'est à Florent Fou que je t'ai présenté. Je suis sur sa stratégie d'index crypto qui est très simple, on va dire. Limite, certains la qualifient de bourrine, mais efficace, quoi. Je suis curieux d'en savoir davantage. Ouais, je l'entends demain. Très bien. Merci encore. Avec plaisir. Et voilà, globalement. Alors je vais prévoir une petite poche en mode trading parce que ça me permet de continuer à apprendre et à ramifier cette compétence, mais ça va pas être là où je vais attendre mon enrichissement sur ce marché crypto. Ok, merci. Est-ce que tu as, pour terminer avec le secteur des crypto-monnaies, est-ce que tu as des business via ta chaîne? Enfin, on en a parlé un petit peu, hein. Est-ce que tu as une entreprise? Voilà, tu vends des formations? Voilà, qu'est-ce que tu... Non. Non, en l'occurrence, je vends pas de formation. Alors moi, je connais les réponses. Hein. À vrai dire, pas encore. Là, je prépare déjà un séminaire cette année pour regrouper des gens. Parce que moi, séminaire vraiment... pas en présentiel? Alors si celui-là, je vais le faire en présentiel avec la thématique, ça sera dans le sud de la France. Quelle date? J'ai pas encore fixé, je dois faire tout le plan, je vais regrouper les Avengers avec toutes les personnes les plus pertinentes parce que je croise des personnes tellement brillantes dans leur domaine. L'objectif, c'est de faire la thématique comment gérer un exit à destination, alors que ce soit des entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, ils se retrouvent d'un seul coup avec quelques millions voire plus, ou aussi des gens qui ont vendu un bien immobilier, qui se retrouvent avec une grosse somme d'argent, ou qui ont fait des gains sur... Et en fait, j'en parlais parce que je me fais accompagner par Oussama Hamar, et en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien sur ce marché, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Et Cédric, j'espère que tu vas nous tenir au courant pour la date, parce que le sud de la France, déjà, c'est un point de GPS qui est assez commun avec moi, parce que j'ai principalement une grosse partie de mon équipe qui travaille à Gardanne, près de Marseille, donc pour MyID, hein, le fameux projet franco-suisse. Et du coup, voilà, je pourrais faire une pierre deux coups. Donc nous sommes, parce que j'ai pas mal aussi de personnes dans la communauté qui aimeraient bien me voir, et ça peut faire une pierre deux coups. Donc tiens-nous au courant. Avec grand plaisir. Sur cet événement. Ça va être passionnant parce qu'il y a vraiment il y a tellement de choses à apprendre. Et puis vraiment, je suis très enthousiaste avec les intervenants qu'il y a. Plusieurs sont dans ma communauté d'ailleurs, communauté privée. Et
bon, alors en termes de business, quand même, pour répondre à la question, moi, mon principal business aujourd'hui, et qui est vraiment un business passion, c'est ma communauté d'entrepreneurs investisseurs Youmento, quoi, qui est sélective. Hein. Il y a une vraie sélection à l'entrée. C'est pas du bullshit. Et moi, j'ai pour objectif, c'était un besoin personnel de me dire, ok, je veux me créer un entourage où, quelle que soit la personne qui est dans cette communauté, ce soit kiffant et mutuellement enrichissant de discuter avec. Et c'est comme ça que je continue à la créer. Chaque personne qui rentre, je veux me dire que ça sera des échanges de qualité, ce sera une personne avec de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit. On a des gens un peu partout dans le monde aujourd'hui, on a plus d'une centaine maintenant, à Dubaï, en Belgique, en Suisse, au Portugal, à Maurice, au Canada, enfin voilà. Et donc bon voilà, globalement, effectivement, la crypto, vu que c'est un truc porteur et qu'on est tous intéressés à s'enrichir, on en parle régulièrement, il doit y avoir bien les 3/4 de la communauté qui est sur le marché, à minima. Ouais, vraiment à minima, je pense que je sous-estime le truc en fait. Donc on est pas mal actif sur ce sujet, mais on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel. Là, ils sont en train de. Il y a plein de choses qui s'organisent dans la communauté spontanément. Là, ils sont en train de s'organiser pour aller faire un séminaire Tony Robbins en Angleterre, à Manchester. Ils sont plus de 12 dans la communauté. Ils vont partir là-bas ensemble. Voilà, c'est vraiment ça. Je suis super content de voir ça. Ils organisent des événements Wim Hof. Je sais pas, c'est de la thérapie par le froid. Alors ça, c'est pour la partie développement personnel. Mais on fait des club deals, là on est sur un club deal d'investissement immobilier en Angleterre. Moi je cherche des... Elle est vivante cette communauté. Hein, ouais, il se passe beaucoup de choses, c'est super chouette. Et là voilà, moi je cherche des investissements en immobilier à l'étranger où c'est vraiment j'apporte du fric et j'ai rien à gérer, clé en main. Donc là on se fédère pour aller là sur de l'immobilier en Angleterre. Là on est sur aussi une construction de club deal à Dubaï en mode pour faire du flip et profiter du momentum qui est là-bas. On a aussi moi j'amène des projets en private equity. Là, dernièrement, on en a eu un en novembre qui est en plus de ça autour de l'intelligence artificielle. Tu vois, on s'est plutôt positionné pas trop mal sur cette très belle boîte. Oui, ils cartonnent. Ils ont fait combien en 6 mois que en organique. Ils ont dépassé les 1 200 000 utilisateurs uniquement francophones. Celui qui porte le projet dans la communauté, un gars fascinant. Puis quand ils vont attaquer le marché américain, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être chouette. Donc je crois il reste encore un peu de place. Hein, si jamais à un moment donné ça t'intéresse, je t'en parlerai quoi. Bon enfin voilà, je vais arrêter là parce que je pourrais encore parler de beaucoup de choses, de ce qui se passe dans la commu. Alors, on a des interventions aussi un peu prestigieuses. Bon. Et voilà, je referme la parenthèse. Super. Merci Cédric. Je précise quand même qu'il n'y a aucun lien commercial. Hein. Cédric, nada. Ami ici sur Maurice, il n'y a pas de code promo /con ou quoi que ce soit. Voilà, on en parle, Cédric en parle librement parce que voilà, c'est sa vie. Il y a sa chaîne YouTube, il y a ses business. Et ça me semble naturel qu'il en parle ici sur ma chaîne YouTube. Voilà, il n'y a pas de... Qu'un intérêt voilà, commercial financier, derrière, commercial, rien du tout, c'est clair. N'oublie pas de me donner les roupies après. Alors sur l'investissement en général, au-delà de l'univers crypto, dans quoi tu investis pour diversifier tes portefeuilles? Alors moi je suis passionné par l'investissement et par la capacité de faire de l'argent quel que soit le domaine. Et je considère que je suis toujours en période d'apprentissage. J'ai une target, plus ça va et plus en fait elle me paraît pas si haute que ça. Mais j'ai une target de... Alors attention, ça va peut-être choquer certaines personnes qui regardent la vidéo. C'est pas l'objectif. C'est juste que je côtoie de plus en plus de gens qui sont beaucoup plus gros que moi d'un point de vue patrimonial. Et ça forcément, ça change mes standards dans ma tête. C'est d'où l'importance de l'entourage aussi. Voilà, moi j'ai un objectif d'atteindre les 100 millions de patrimoine pour mes 60 ans. Et je suis toujours... Je pensais que tu y étais moi déjà. Ah, ça serait cool. Hein. Il y en a qui le sont d'ailleurs à mon âge, hein, clairement. Il y en a qui le sont bien plus tôt aussi. C'est un bel objectif. Et donc, moi je m'intéresse à plein de sujets. Et
vraiment, j'estime que je ramifie ma capacité à faire de l'argent, quelle que soit la thématique. Donc là, je m'intéresse à plein de choses. La diversification en immobilier à travers le monde, bon, bah, ça reste quand même de l'immobilier. Je vais quand même sur des marchés Dubaï, typiquement. Là, j'y suis allé sur place. Immobilier traditionnel ou immobilier via des plateformes comme j'ai vu passer Alors il y a Green Bull, moi je suis rentré comme associé chez Green Bull, j'ai mis... actionnaire alors. Voilà, je suis actionnaire maintenant, j'ai mis 100K pour les rejoindre. Okay. Ce qui me permet de profiter aussi de ce qu'ils font là-bas à Dubaï. Je suis allé les voir sur place, je les ai rencontrés, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je parle de tout ça, où je suis allé vraiment visiter ce qu'ils font sur place, j'ai rencontré les équipes. Et puis là, je mets en place des choses. Alors, via leur plateforme Invest Dubai, ça j'ai déjà investi. Mais là, c'est vraiment avec un autre partenaire sur place qui, lui, est sur le marché à Dubaï, qui a été d'ailleurs mis en relation dans des membres de ma communauté. Un gars génial, super sympa, très belle expérience d'un point de vue entrepreneurial. Et il fait de l'immobilier à Dubaï depuis maintenant 15 ans. Et lui, il fait du flip en permanence. C'est ça. Okay. Il achète un truc, rénove, il revend, il achète. Et moi, ce qui m'intéresse là sur Dubaï, c'est ça. Profiter du momentum et y aller à plusieurs avec les membres de la commu. On se fédère, on y va. Ça dure 6-8 mois maximum. On récupère nos fonds, on recommence. C'est court, 6-8 mois, ouais, c'est vraiment quoi, hein. Ça va très très vite à Dubaï. C'est moi c'est ce qui me plaît aussi, quoi. Très intéressant. Et donc voilà, là j'achète un appart en Lettonie aussi. J'investis en Lettonie. Via une plateforme? Non, non, là j'achète. Là j'ai quelqu'un qui m'accompagne. C'est tout clé en main, pareil, je l'ai présenté sur ma chaîne, quoi. Vraiment accompagnement complet. C'est pas énorme. Alors, il faut que je mette des guillemets à chaque fois quand je dis c'est pas énorme. Il y en a pour combien? 43 000. Ouais, il y en a pour 43 000 euros. Donc j'achète un appart, c'est un T3, du coup en Lettonie. Ça va générer une rentabilité de 8,6%. Okay. Voilà. Alors, j'ai aucun effet de levier. Hein. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de prêt, rien du tout. C'est du cash mi-direct. Par contre, je peux m'en servir potentiellement en nantissement plus tard pour réinvestir en le mettant en collatéral. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses aussi à faire là-dessus. Tu peux le mettre dans le dossier pour le futur investissement. Ouais. Bon voilà, moi je suis en recherche de choses comme ça et j'expérimente beaucoup. Tu as quelqu'un là-bas pour ce T3 en Estonie qui gère les locations ou c'est un fardeau que tu dois gérer? Ah non, absolument pas. Moi je veux justement, le but c'est, là j'arrive, c'est du clé en main. Il m'accompagne de bout en bout. Les travaux, ça va être rénové, tout est déjà pricé, j'ai un accompagnement complet. C'est quelqu'un qui fait ça depuis 5 ans maintenant. Romain, il s'appelle Romain Armato. Quelqu'un aussi de super intéressant. Et bon voilà, le truc c'est que ça fonctionne bien et c'est vraiment ça clé en main. Et moi ce qui me plaît c'est que dans le même immeuble, lui-même a acheté déjà des appartements et il le connaît l'immeuble, il sait comment ça fonctionne. Il est sur place en cas de problème. Voilà, et donc moi j'aime bien investir avec des gens qui sont skin in the game, qui mangent de ce qu'ils vendent, quoi. Voilà, donc voilà, en l'occurrence c'est ça. Donc ouais, de l'immobilier là, effectivement j'ai de l'immobilier aussi en France, que là je suis en train de mettre en cours de durée. Ça vient juste d'être lancé d'ailleurs, l'annonce pour un des 2 biens est sortie hier. Private equity, j'ai pas mal de private equity, donc ça c'est investir globalement soit dans des startups, soit c'est dans des sociétés un peu plus matures comme les Green Bull, hein, puisque c'est quand même assez gros maintenant. Tu cherches des licornes ou juste dans du sûr où tu prends des risques aussi quand c'est là où je sens qu'il y a du potentiel et où à chaque fois c'est ok, qu'est-ce que je risque pour quel gain potentiel et la probabilité de survenance du risque. C'est aussi basique que ça. Voilà. Et est-ce que aussi je suis confiant avec ça et aussi par rapport au montant que j'investis, psychologiquement et émotionnellement, comment je vais le gérer si jamais ça se passe mal. Okay. Voilà. Donc là j'ai constitué aussi mon portefeuille small cap que j'ai lancé en novembre. Je me suis fait accompagner là aussi par un membre de la communauté qui est brillantissime. Il faudra que tu échanges avec lui, Rémi de Truchy de Varennes, qui a la chaîne Parlons Long Terme, qui a une spécialisation dans l'investissement small cap,
qui m'a défini. Alors je suis monté en compétence sur cet aspect-là, mais lui, bien meilleur que moi, il fait ça à temps plein. Donc il m'a dessiné ce portefeuille qui a plus 20% aujourd'hui. Alors ça veut rien dire, hein, c'est un portefeuille qui a. C'est un de mes plans pour arriver aux 100 millions en fait. Donc c'est intéressant. Hein. Voilà, on est sur une rentabilité attendue de 17% annuel. Ok. Et donc je vais abonder aussi tous les mois, plus l'argent là que j'ai rentré. Donc là je suis à plus de 20%, mais attention, voilà, c'est un portefeuille qui est là pour les 20 années qui viennent, quoi. Donc ok, c'est cool, là je suis à plus de 20%, mais si ça se trouve dans 2 mois je suis à moins 20 aussi, quoi. Mais sur le long terme, voilà. Mais le portefeuille est... Voilà, j'en ai parlé avec Cédric Froment aussi, pour ceux qui le connaissent, quoi. Et voilà, il m'a dit que effectivement le portefeuille est magnifique, quoi. Il y a une décorrélation entre les actifs, une diversification en termes de géographie, une diversification en termes de secteur, et vraiment les trucs qu'il est allé me dégoter. Bon, voilà. Super, donc la bourse, bien sûr aussi, matières premières. Voilà, bon, le crypto, on en a parlé, le private equity, l'immobilier, du crowdlending aussi d'une manière plus classique, entre guillemets. Et voilà, ça me semble déjà pas mal. Ok, bah super. Et du coup, quel est ton processus décisionnel pour investir? Tu te bases sur quoi? Tu as un gros cahier de charges, un gros protocole? Allez, succinctement, comment ça fonctionne? Alors le problème, c'est que chaque classe d'actifs va avoir ses spécificités. Bien sûr. Je vais suivre un protocole. Alors typiquement pour le private equity, quand j'investis dans une startup, j'ai toute une grille en fait de critères de sélection pour choisir d'y aller ou pas. Et je suis extrêmement pointilleux là-dessus. Voilà, sur le private equity. Enfin voilà, je ne peux pas détailler ça parce que ça serait même une formation à part entière. Alors dans la communauté, pareil, j'ai fait un workshop où j'ai expliqué en détail, etc. Mais globalement, en fait, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est ok. Le money management, quelle quantité d'argent je suis disposé à consacrer à ça, mais avant de définir ça, en fait, il faut définir ok, quels sont les risques, les probabilités de survenance. Essayer de calibrer ça du mieux possible. Le potentiel de gain. Le potentiel aussi, la probabilité que le gain se réalise, parce que typiquement dans le private equity, il faut avoir la possibilité de faire un exit. Donc ça, c'est aussi un truc, c'est pas le cas. Voilà, la liquidité, absolument, c'est ça. Ce qui est un gros problème, hein, des fois dans l'investissement. Tout à fait, tout à fait. On peut avoir sur le papier... il y en a comme ça qui ont des centaines de millions sur le papier, mais qui en fait, c'est pas liquide. Voilà, c'est pas liquide. Ils peuvent pas vendre comme ils veulent. Donc ça peut-être pas Ça zéro, mais ça vaut moins que ce que ça vaut sur le papier, quoi. Voilà. Elon Musk typiquement, enfin, s'il vend toutes ses parts, ça c'est un exemple qu'on prend souvent, qui est parlant, mais il vend d'un seul coup toutes ses parts de Tesla, bon ben ça vaudra pas ce que ça vaut sur le papier. Voilà. Donc il y a la liquidité, et puis in fine aussi la quantité d'argent que je suis prêt à y consacrer, et est-ce que je suis vraiment l'aspect psychologique et émotionnel est fondamental. Est-ce que je vais être à l'aise avec ça, avec la perte potentielle. Après globalement aussi il y a un effort de diversification, mais pas de diversifier pour diversifier, de diversifier pour avoir de la décorrélation entre les actifs. Ça c'est important. Chose qui a été difficile en 2022. Parce que tu diversifies et tout est corrélé, tu diversifies pas en fait, hein, tout simplement. Ouais, absolument, c'est ça. Investi dans 3 actifs qui ont la même tendance. Voilà. Si vous vous diversifiez dans des tokens ou des cryptos, mais globalement vous êtes exposé à l'ensemble du marché crypto. Donc si vous avez que de la crypto, vous n'êtes pas diversifié un brin. Il n'y a pas de décorrélation, quoi. C'est bien de le préciser. C'est ça. Cédric, tu es arrivé à Maurice en octobre 2021. Voilà, ça, donc quelques mois après que je suis arrivé. Quel est ton bilan? Et d'ailleurs, pourquoi tu es venu à l'île Maurice? Je pense que comme moi, c'est Alex qui t'a permis ou qui t'a parlé de l'île Maurice. Oui, clairement. Alors, j'ai fait un gros retour d'expérience pour les 1 an à l'île Maurice sur ma chaîne. Je crois que ça doit être la vidéo
la plus complète sur le sujet, sans vouloir être prétentieux, mais elle fait 1h30, 2 heures où vraiment je vais dans les détails, le coût de la vie, le coût, tout. Les raisons, la gestion de l'aspect psychologique et émotionnel des premiers mois, tous les changements, enfin voilà. Et alors, Maurice, déjà ouais, un gros remerciement à Alexandre Vinal de CoinTips parce que moi j'ai une énorme reconnaissance envers Alex parce que c'est grâce à lui que je suis là. J'ai suivi ses formations, ça a été mon mentor. Alors je suis là non seulement ici d'un point de vue physique, mais là où j'en suis aussi d'un point de vue financier, quoi, clairement. Donc grosse reconnaissance envers Alex, quelqu'un d'épatant, réellement. Encore plus en vrai que ce que l'on peut voir sur sa chaîne, qui est excellente d'ailleurs. Vraiment, je vous invite à C'est l'un des rares YouTube que je suis, l'un des rares YouTubeurs que je suis. Alex partage du contenu pertinent et intéressant. Et ce qui est bien avec Alex, c'est qu'effectivement, j'en ai vu plusieurs des YouTubeurs en présentiel, et il y a toujours un décalage. Et Alex, en fait, il est encore mieux en vrai que sur YouTube. J'en ai vu, il est super sympa, et finalement, tiens, il est hautain. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de me dire, tiens, je suis un petit peu déçu. Je pensais que voilà, il était plus naturel, plus sympa. Et Alex, c'est tout le contraire. Tu le vois en présentiel, voilà, très naturel, très humble, cool. Ouais, très humble. Très détendu. Donc, n'oubliez pas de suivre donc Cédric Umento, la communauté Umento, et Alex CoinTips. UMENTO, voilà. D'un point de vue. On mettra le lien. Photographe, merci. Pour les aider. Et donc, ce bilan, alors, Cédric Alors, globalement, très bon. Plein d'aspects. Alors vraiment si vous voulez, si vous intéressez à l'expatriation, notamment l'île Maurice, mais à l'expatriation d'une manière générale, je fais un peu de la pub encore pour ma chaîne, mais voilà, il y a la vidéo où vraiment je fais un retour d'expérience à ce niveau-là complet, mes contacts, tout, voilà. Alors, une qualité de vie qui est fabuleuse, quoi. Alors là, vous voyez pas, mais on a une vue qui est incroyable. Alors, il y a, comme toujours, le truc, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit. La question est de savoir, c'est pas c'est mieux et là-bas c'est moins bien, c'est différent, et qu'est-ce qui nous convient le mieux. Ça. Moi, et je pense pouvoir parler aussi pour le reste de ma famille, on est mieux ici. Voilà. Qu'en France. Qu'en France. Voilà. Tu étais dans quel côté? Quel département? On était à côté d'Aix-en-Provence. On a toujours gardé, on a gardé notre maison là-bas. C'est d'où la courte durée qui a été lancée hier. Mais oui, je veux dire, on avait une maison de 300 mètres carrés, 1 hectare de terrain, on était très bien. Je veux dire, on n'a absolument pas à se plaindre par rapport à des tas de personnes, quoi. Néanmoins, pour être entrepreneur depuis 17 ans, je suis arrivé à un trop-plein d'administratif, de temps perdu à gérer ce genre de choses, en fait. Dernièrement, on a eu un intervenant dans la communauté qui a un family office en France, et il disait oui, la France c'est un paradis, peut-être un paradis fiscal. Oui, mais à quel prix des montages, de la mise en place, de la montée en compétences en termes de connaissances administratives, fiscales et de l'insécurité que l'on se crée à ce niveau-là, parce que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, l'insécurité fiscale, l'insécurité administrative, où on pense vraiment bien faire, et en fait, parce que les contrôles URSSAF ou les contrôles fiscaux... Vous avez des lois rétroactives aussi en France? Oui, ça arrive, ouais. Il y a des choses, il y a ce genre de choses qui arrivent effectivement. Et les contrôles, alors moi de ce côté-là, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je suis tombé sur des gens très bien à chaque fois. Mais ça dépend de la personne sur qui vous tombez justement. Et sur 2 dossiers, vous allez avoir 2 poids 2 mesures, quoi. C'est tellement complexe en fait. L'environnement est tellement complexe qu'on maintenant on a le droit à l'erreur. Vous imaginez le sparadrap sur une jambe de bois, quoi. C'est tellement compliqué, on sait que c'est tellement compliqué. De toute façon, vous allez vous planter. Donc on vous donne le droit à l'erreur une fois.
Bon, voilà, moi c'est un environnement qui ne me convenait plus. Voilà, la complexité d'avoir des salariés, la gestion de tout ce qui est voilà, administratif, droit. Moi, le temps que j'ai passé à optimiser les choses fiscalement pour faire en sorte qu'on m'en prenne le moins possible. Et au final, aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein parce que toute cette énergie-là, tout ce temps-là, je peux le mettre dans des choses qui font sens pour moi, dans des choses où je m'épanouis parce que c'était pas particulièrement plaisant de passer des journées, enfin en cumulé, mais c'est des mois, c'est peut-être même des années, hein, vraiment, à passer à faire de l'administratif, à passer à faire des tableurs, à passer à faire de la comptabilité, à passer à retrouver tous les tickets de part et d'autre, de faire les bilans comptables où il faut faire tous les rapprochements, les explications, se protéger avec l'avocat en vérifiant que ce qu'on fait est correct, de faire des contrats avec... Enfin, voilà, je pense que vous sentez un peu bon, j'en ai un petit peu gros, on va dire, sur cet aspect-là. Et j'en pouvais plus là-dessus, c'était quelque chose qui n'était plus acceptable. Voilà, je ne voulais plus continuer comme ça. La fiscalité, hein, on ne va pas se leurrer. Clairement, quand on a un objectif d'enrichissement, tel que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, le niveau de fiscalité basé sur les intérêts composés, parce que les intérêts composés, ça marche dans les deux sens. Hein. ça marche aussi dans ce qu'on vous prend, en fait. Et forcément, en fait, les efforts à déployer, vous n'avez pas idée, en fait, à quel point ça fait une différence phénoménale. J'ai un ami que tu connais, que je ne vais pas citer parce que je vais parler chiffres, qui a fait un gros tableau où il a dit, ok, si je reste en France, combien il faut que je génère de chiffres au niveau de mon activité pour arriver à ma target où je me dis ok, je suis sécurisé d'un point de vue financier. 350 ans. Alors, c'est pas en années, c'est en chiffres en l'occurrence. Okay. Et combien il faudrait que je fasse pour arriver à même objectif à Maurice? Ok, en France, il faut qu'il fasse 40 millions de chiffres. À Maurice, il faut qu'il en fasse 4. Tout est dit. Et bon, là, on parle d'argent, mais l'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est du temps, quoi. Donc, c'est des efforts. Et la différence est tellement phénoménale que ça, c'est au détriment d'autres choses. Et moi qui travaille beaucoup sur l'équilibre personnel, moi, je bosse de 9h à 17h tous les jours. Voilà. Je bosse pas là, quasiment pas le week-end, parce que je suis quand même passionné par tout ce que je fais. Et bon, parfois, il m'arrive le soir de oh, ouais, je vais faire des trucs encore, ou parfois un peu le week-end, mais globalement, par rapport à ce qui fut une autre époque de ma vie où je pouvais bosser 70 heures par semaine, c'est beaucoup plus équilibré et je fais des choses qui me font kiffer. Donc, bon, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais c'est dégueulasse, il faut rendre ce que... alors, c'est un gros sujet. Ça, c'est un gros sujet. À ça, je vais répondre très rapidement. Moi, j'ai des réponses toutes prêtes maintenant pour ça. J'estime que pendant 15 ans d'entrepreneuriat en France, j'estime que j'ai donné et généré plus d'argent pour l'État que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, qui ne le feront dans toute leur vie. Ensuite, oui, l'éducation, l'éducation n'est pas gratuite en France. Elle est nourrie par les impôts. Et ces impôts, vos parents les ont payés. Donc moi, c'est merci papa, maman pour l'éducation, parce qu'ils l'ont payé avec leurs impôts. Et voilà, c'est déjà 2 points importants. Ah oui, et puis dernière chose aussi, moi ça m'amuse de voir le 2 poids 2 mesures de tous les gens qui peuvent cracher sur ceux qui spéculent, sur ceux qui s'enrichissent avec l'investissement, et qui eux-mêmes le font à leur échelle, mais pour eux c'est différent. Tous ces gens qui achètent leur résidence principale en espérant la revendre plus cher, c'est de la spéculation, les amis, ni plus ni moins. Ou qui vont utiliser des avantages fiscaux mis en place par l'État pour économiser. Ce que l'on fait nous, on le fait tout simplement à une plus grande échelle. Donc, le côté, on a plus d'argent, donc c'est dégueulasse. Je suis désolé, je trouve ça hypocrite. Parce que de la même manière, il y a des gens dans d'autres pays qui peuvent vous regarder, vous, où vous êtes beaucoup plus riche que eux, et où il y a le même niveau de différence entre les personnes qui peuvent critiquer sur ces aspects-là et nous, qu'avec ces personnes-là. Donc, voilà, un peu
je pense un petit peu peut-être d'humilité là-dessus. Et parfois, de regarder aussi ce que l'on fait soi-même au quotidien. Voilà, c'était mon moment réponse à Non, tous les mais rageux. on est souvent confronté à ça, hein, c'est sûr que. Mais après, les personnes qui critiquent seraient à ta place, n'hésiteraient pas. Voilà, Mais c'est ça que je veux dire, aussi un c'est que gros la problème. plupart le font Voilà, à leur niveau, en plus. à leur place. Et de la même manière, il y a d'autres personnes qui pourraient dire d'eux en les regardant. Parce que le monde occidental, là, aujourd'hui, il est nourri par la pauvreté du monde entier. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Je sais pas si vous avez vu Hunger Games, mais vous êtes au Capitole. Hein. Hein. Et les districts, c'est le reste du monde. Et votre niveau de vie, votre qualité de vie, elle est nourrie par quoi, à votre avis? Par la misère du monde? Et pour revenir sur Maurice, je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais toutes les personnes qu'on croise, que ce soit dans le groupe d'Alex, pour revenir sur Alex, ou même au Super U ou n'importe où, t'en apprends. Ouais, c'est très riche. Ah ouais. En plus, il y a une grosse communauté francophone et pour ma part aussi francophone belge. Il y a pas mal de Belges ici à l'île de Maurice. Et dès qu'il y a quelqu'un de nouveau dans le groupe, ou dès que je suis invité à un dîner, parce qu'ici on a une vie sociale qui est très très... c'était facile hein, d'ailleurs. Oui, c'est très rapide. C'est très rapide. Merci Alex à nouveau parce qu'il nous a, il nous a introduit. Enfin moi je sais que effet papillon, hein, à partir d'Alex, c'est clair. pour ma part, ça a été un effet papillon. Ça part dans tous les sens. Et qu'en penses-tu, toi, justement, de ces relations, tous ces entrepreneurs, tous ces millionnaires, multimillionnaires? Mais ouais, mais c'est ça, c'est le standard ici. Alors, c'est un coup de catalyseur pour toi? Il y a ouais, oui. Ouais, clairement. Alors surtout moi qui suis obsédé par cette notion d'entourage, et parce que je pense vraiment avoir compris que oh là là, ça nous nourrit. Moi, il y a vraiment des décisions ultra importantes qui ont été prises ces dernières années qui ont été nourries uniquement parce que j'avais croisé des gens qui faisaient des choses où ça débloquait des... Ah ouais, on peut faire ça. Ok. Vraiment, ça débloque des fenêtres ou des portes dans ta tête, quoi. Que tu n'aurais jamais... J'aime bien cette métaphore, tu vois, je reprends le jeu de rôle. Tu sais, au début, tu commences ta carte et puis tu as une toute petite portion en fait, de la carte. Et puis du coup, tu tâtonnes, tu vas un peu là, un peu là. Et en fait, pour moi, l'entourage, c'est d'un seul coup, tu as plein de gens qui apparaissent sur la carte et qui te dévoilent des parties de la carte. Tu dis, ah bah en fait, là-bas, ok, il y a un trésor. Ah bah ok, j'y vais direct. Ah bah là, il y a un dragon. Bon bah ok, maintenant je sais qu'il faut pas y aller. Et l'entourage, c'est ça. Et à Maurice, en fait, c'est un espèce de concentré de personnes comme ça qui viennent en plus chercher une qualité de vie, de l'équilibre, et en famille en plus. Et en famille, c'est ça. Donc, ouais, c'est clairement fabuleux à ce niveau-là en termes de rencontres. Il y a vraiment, on retrouve un écosystème. Alors oui, il y en a certains qui vont dire ah mais vous mélangez pas, etc. Ben non. Avec les Mauriciens, bah non. Non. Après, il y a quand même. Moi, j'en côtoie. Ouais. Après, il y a des Mauriciens entrepreneurs, il y a de tout. Hein. J'en connais dans mon cercle. Ben, c'est via les enfants, via l'école. Hein. Via l'école, Okay. On a été invité plusieurs fois, on a été conviés, on a invité, et j'ai fait de très belles connaissances qui ont des business ici et même à l'étranger, à l'international. Alors ouais, j'en ai un peu croisé, mais c'est vrai que j'en côtoie pas régulièrement. Ouais, okay. Ça c'est vrai. Après, il y a une communauté francophone d'expatriés tellement énorme que pour faire le tour déjà, c'est clair. Tu as du temps. Donc, c'est ça. Et donc ouais, voilà, vraiment ici le standard c'est... effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs investisseurs, millionnaires, multimillionnaires, c'est normal. Voilà. Des gagnants du loto aussi. Ah ouais, c'est vrai, tu en as rencontré? Ah ok, j'ignorais. Il y a des gagnants du loto qui ont gagné à la loterie, qui viennent s'installer forcément à Maurice, comme dans d'autres pays tropicaux. Il y en a, c'est intéressant. Bon, c'est pas des entrepreneurs, mais s'ils sont là et que ça fait 10-20 ans qu'ils ont toujours de l'argent, c'est déjà une bonne chose. Ah oui, c'est qu'ils ont réussi déjà à manager, c'est parce que investir et gérer son argent, c'est comme de l'entrepreneuriat, quoi. Hein, Parce que pour la plupart des gagnants du loto, je ne sais pas si vous avez vu les documentaires que j'ai regardés, mais ils terminent à case départ. Hein. C'est vraiment... Tout est parti. Hein. C'est clair. C'est un vrai risque d'avoir d'un seul coup... Une grosse somme. Une grosse somme d'enrichissement rapide. Hein. Et pareil pour les gens dans la crypto. Hein.
C'est la même chose qui se produit aussi, quoi. Hein. Donc C'est un danger. c'est un vrai danger. Et Et donc pour revenir à Maurice, voilà, qualité de vie ici c'est beaucoup moins. L'atmosphère est tellement moins anxiogène, c'est un vrai choc à chaque fois quand on retourne en France, à vrai dire. Waouh. la mentalité, par exemple. Le stress, l'anxiété, l'atmosphère, l'énergie même anxiogène, quoi. Voilà, c'est un autre rythme, quoi. C'est un autre rythme, et encore une fois, Le temps s'écoule différemment. ouais, le temps s'écoule différemment aussi. C'est une atmosphère différente. Et puis c'est tellement agréable de vivre toute l'année en short et t-shirt. Enfin, moi qui aime la chaleur. En plus d'ici, il fait chaud, mais pas trop non plus, quoi. Non, On n'est pas comme à Dubaï où ça monte à Oui. 50 degrés, quoi. C'est Là, on est dans l'été, il fait quoi? Il fait quoi là maintenant? Il doit faire 30 degrés, quoi. Ouais. D'ailleurs, on a passé le mois de juillet en France, dans notre maison en France du coup, et on est revenu en août à Maurice, C'était l'hiver ici. Hein. et c'était l'hiver, mais j'ai tellement plus apprécié le mois d'août à Maurice que le mois de juillet en France, quoi. Là, il faisait très chaud hein, Ah ouais, pour le coup en France. il faisait très chaud, c'est clair. Bon, voilà, effectivement, simplicité au niveau administratif, etc. Simplicité dans la vie, les rencontres, le coût de la vie. Le coût de la vie, alors, Ah ouais. qu'en penses-tu? Bah, pour Parce moi, que c'est... l'alimentaire, les services. Ouais, l'alimentaire est plus cher. L'alimentaire est Après, un petit peu plus cher. Mais les services, restaurants, ça alors, me paraît plus, correct. je hein. dirais... Ah, moi, je trouve très correct, clairement. Tu veux te faire un resto, ça va pas te coûter 100 € par personne. Hein. Après, tout est relatif aussi. Hein. Il y a les gastronomies. Oui, il y a- voilà, on il y a- n'est pas à Paris c'est ici, ça. mais Mais en tout cas, on a fait des très bons restos. Effectivement, c'est bien moins cher. Oui, le coût de la vie d'une manière générale est quand même moindre. Après, c'est quand même à noter, hein. Plus tu as d'argent et plus de dépenses aussi, hein, ou disons une vie plutôt cosy, plutôt avec voilà, des employés à domicile, des choses comme ça, et plus tu ressens la différence avec la France. En plus de ça, bon bah, enfin, toute la partie gain de capitaux qui sont pas taxés, tous ceux qui ont de l'argent placé et qui sont investisseurs, bon bah ici, je veux dire, la différence se fait encore plus avec la France. Ben merci Cédric pour Merci pour à avoir toi. répondu à toutes mes questions et pour avoir accepté mon invitation. C'était des questions très pertinentes. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Il va bientôt donc publier des La vidéos. stratégie crypto et puis bah, plein de choses sur toujours la thématique de l'investissement notamment. Un petit mot de la fin. Prévoyez une stratégie, des points d'entrée, des points de sortie, soyez disciplinés et faites vos devoirs, quoi, tout simplement. Restez humble et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit like pour nous aider à être référencés et prenez soin de vous.